Ok. Freestyle, guérison, découverte fondamentale en mathématiques, explication, un peu plus. On va essayer de synthétiser, d'être clair, direct, efficace dans nos propos. Parce que j'ai fait une petite altercation provocatrice sur une publication de site de la chaîne YouTube La Tronche en Biais avec Thomas Durand et compagnie et ses potes. Et il s'est passé un phénomène étrange. Il y a une espèce de dialogue là qui a commencé à s'instaurer dans les commentaires suite à ma petite provocation. J'envoie des commentaires voilà, écrits où j'explique, je dis bah voilà, j'ai guéri de la calvitie parce que j'ai découvert une arithmétique et puis je vous invite à aller voir ma chaîne. Et hop, le message il disparaît. Bah, je recommence, je refais un message en un peu plus court et hop, le message il disparaît. Donc le gars il me répond, il me dit bah moi aussi je t'envoie un message, ça disparaît. Bon bref. Et du coup il y en a un qui arrive derrière là tout à l'heure, il met lunaire. Donc je fais que ça veut dire quoi lunaire, je vais voir sur Google exactement. Bon je voyais à peu près ce que ça veut dire, c'est-à-dire que bon soit ça concerne la lune, c'est un discours qui concerne la lune. Sinon la définition c'est qui qui semble lunaire, c'est quelque chose qui semble euh, irréel, qui semble, c'est pas le bon terme, je m'en souviens plus, je viens de la lire la définition, qui semble ne pas appartenir au monde réel, voilà, mais qui semble. Donc si, et puis j'ai vu, donc du coup je vais voir sur ma page, sur mes vidéos, là je vois qu'il y a 41 vues sur ma dernière vidéo, alors que les autres elles ont 8, 9 vues. Donc j'imagine les mecs, bon ils regardent juste la dernière vidéo, hein. C'est-à-dire qu'il dit qui c'est ce mec-là, qu'est-ce qu'il nous raconte, euh, et genre ils vont voir la dernière. Et donc la dernière, je parle de quoi? Je parle de ma guérison encore, et je me demande quelle méthode employer pour faire avancer le projet là, enfin reprendre le travail, comment je pourrais m'y prendre. Et je parle de faire une lettre type que j'enverrai à tous ceux que j'ai déjà contactés, les personnalités publiques et ou moins publiques, les scientifiques, voilà. Et donc en fait, lunaire, donc ça veut dire que tout ce que je raconte, c'est tellement fondamental, tellement un truc qui est capable de refonder les mathématiques, unifier l'histoire de la philosophie, nous conduire à la théorie du tout, plein de trucs, guérir de la calvitie, refonder la médecine, le droit, jusqu'au droit. Donc ouais, voilà, donc les mecs, ils disent qu'est-ce qui nous sort le mec? C'est lunaire, est-ce qu'il est vraiment dans le réel? Est-ce que ça appartient vraiment à la réalité ce qui nous sort? Donc en plus, il nous parle de Descartes, de Leibniz, de Spinoza. Donc c'est pas non plus des références trop New Age, hein. On n'est pas vraiment dans le... Donc du coup, soyons clairs. La méthode cartésienne, c'est qu'est-ce que c'est le doute cartésien. Il faut que ce soit clair à l'esprit. Et puis que pratiquer le doute de manière méthodique, vraiment, de manière à ce qu'en dernière instance, on se retrouve avec la vérité la plus dure qui soit, jusqu'à preuve du contraire, hein, si on reprend l'épistémologie de Karl Popper, la falsabilité. Il faut qu'une théorie elle soit falsifiable et tant qu'elle est pas, ouais, il faut qu'elle soit euh, en épistémologie, c'est-à-dire qu'une théorie est vraie jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est-à-dire que si elle résiste à toute forme de critique et notamment au niveau de l'expérience, elle est vraie jusqu'à ce qu'il y ait une théorie plus forte qui vienne la remplacer. Donc c'est le concept de falsifiabilité. Il faut qu'elle soit falsifiable et de réfutabilité. Hein, il faut qu'elle soit réfutable pour qu'elle soit scientifique, une théorie. Là, ça c'est du Popper. Donc là, je vous dis ça pour vous prouver que je suis pas, donc en imaginant que c'est voilà les gens de la tronche en biais qui m'écoutent, ou les adorateurs de cette secte, qui comprennent que
que je rigole pas avec même si moi-même je suis un personnage un peu olé olé, et puis j'ai des discours, des fois je pars en vrille, et puis même ma rigueur, elle est quand même un petit peu, des fois, un peu dérapante. Je suis pas vraiment dedans, hein, je suis un peu à côté, des fois je suis humain, hein, humain trop humain, enfin erreur humaine honeste. Bon voilà, j'ai des références sérieuses, dures, académiques, etc. Donc le doute, pourquoi je parle de Descartes tout le temps, je reviens, parce que ce que je dis, c'est que j'ai finalisé la thèse de Morin. Donc pour ceux qui connaissent pas, il faut... Morin, c'est un sociologue au départ, il a écrit plein de livres en sociologie, sur sa vie, sur des choses en politique. Mais c'est surtout son œuvre majeure, c'est la méthode en 6 volumes. Donc Morin, il a fréquenté, à un moment il s'est retrouvé aux États-Unis et il a fréquenté des grands esprits de l'époque de la naissance de la cybernétique, hein, donc l'école de Palo Alto, et des Feynman et compagnie, il les a fréquentés. Donc même si lui c'était pas... il avait une culture philo de béton, hein, déjà quand même, hein, parce qu'il avait 18 ans c'était un résistant, hein, pendant la guerre, hein, donc... je sais plus son cursus scolaire, mais bon, il avait déjà une culture quand même qui était bien, hein, mais pas vraiment science dure, quoi. Hein, donc lui, il a essayé il a essayé d'aborder le problème auquel étaient confrontés les cybernéticiens avec sa culture à lui. Hein, pendant donc la méthode, en fait, il y a une espèce de répétition dans le titre, hein. C'est le premier volume de la méthode, c'est la nature de la nature. Il y a la vie de la vie, la connaissance de la connaissance, voilà. Et en fait, moi je dis non, en fait c'est la nature de la culture. C'est la vie de la mort, c'est la connaissance de l'ignorance. Donc déjà je modifie le titre de chacune de ces volumes, hein, de la méthode. Et puis bon, c'est pas ça, c'est que je dis que j'ai finalisé sa thèse dans le sens où ce petit, je dirais pas ce système, parce qu'il cherche vraiment, en fait, dans cette méthode de Morin, il cherche la nature du système, justement. Après, je vous invite à aller voir son association pour la pensée complexe, hein, APC-MCX, hein, la modélisation de la pensée complexe. Donc j'aurais dû faire la route avec eux, hein. J'ai adhéré juste en 2008 avec eux, puis après j'ai fait ma route tout seul, parce que c'est un monde, c'est des gens qui correspondaient pas à ce que j'étais, donc je voulais pas me fourvoyer, c'était pas moi, tout ça. Mais bon, donc du coup la méthode, donc il a fait ça vraiment dans le but de dépasser la méthode cartésienne, hein. Vraiment. Et donc il cherche donc un petit mécanisme, à chaque fois ça revient, il fait une espèce de boucle, donc il y a des concepts très forts, hein, comme le concept de boucle rétroactive, donc le concept de complexe en lui-même, hein, qu'est-ce que quelque chose de le complexus, hein, qu'est-ce que la complexité, donc c'est quelque chose qui est tissé ensemble, hein, lié ensemble. Donc du coup il y a le concept de reliance, il y a plein de concepts, hein, qu'il a apporté du coup avec cette méthode. L'écologie de l'action, voilà, j'en oublie, hein, il y en a plein. Et moi du coup je trouve un lieu commun, je trouve quelque chose qui correspond à son corpus de travail, hein, qui arrive à tout lier, hein. Et donc ce que je découvre en 2012, en amont j'avais travaillé beaucoup sur la question politique, hein, la question de l'anarchie, de son rapport avec la hiérarchie, où je pars d'une idée très simple, hein, on va dire que la hiérarchie c'est l'ordre sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, un truc horizontal, et la hiérarchie au contraire c'est vertical. Et donc j'essaye de trouver quelque chose de un petit peu très logique, hein, donc c'est une croix en fait, hein, ça fait une croix, ou un repère orthonormé, hein.
Et puis bon, il y a la courbe de Gauss, voilà, qui est en forme de la pyramide, hein, ça fait la hiérarchie. Donc en fait, bon, moi j'essaye de trouver déjà en 2011 quelque chose pour exprimer un peu la notion de liberté. Donc c'est des grandes notions en anarchisme. La notion d'origine, donc il n'y a pas d'origine. La liberté, elle est illimitée, donc on commence par ça, par une liberté illimitée. Donc qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est vrai que ça fait peur, la liberté illimitée, parce que la liberté de quoi, de qui, quoi. Pas d'origine, donc ça aussi, ça fait un petit peu flipper. Comment ça, pas d'origine et tout? Mais bon, on en arrive où enfin, je vais essayer de revenir dessus. Pas d'origine, liberté limitée, pas d'autorité. C'est tout ce qui fait flipper les partisans de la hiérarchie, justement, quand on parle d'anarchie. Comment ça, il n'y a pas d'origine, donc il n'y a pas de Dieu. La liberté limitée, ça veut dire que tu peux me tuer. Il n'y a pas d'autorité, ça veut dire que tu te prends, il n'y a personne au-dessus de toi. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait flipper les institutions, ça fait flipper le commun des mortels, quoi, hein, ces notions-là. Mais vraiment, moi, sans tout ça, je l'ai traité avec un ancien animateur radio de radio de la Fédération anarchiste, là, radio libertaire, hein, dans les années 70, qui m'a initié un petit peu, plus âgé que moi, qui m'a un peu guidé. Et puis donc la quatrième notion, c'était donc pas d'autorité, pas d'origine, liberté limitée. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a rajouté, lui c'est plutôt un rouge-noir, qui a rajouté la notion donc communiste libertaire, lui par contre, qui a rajouté la notion d'égalité parfaite. Et donc la question que je me suis posée, c'est quel principe dans la nature respecte ces propriétés-là? C'est-à-dire qu'est-ce qui a une liberté illimitée? Qu'est-ce qui n'a pas d'origine? Qu'est-ce qui n'a pas d'autorité? Et qui est parfaitement égal en toute chose? Et donc ça c'était en 2011. Et puis 2012, donc je prends connaissance un peu de tout le discours d'Étienne Klein, là, qui nous sortait des cours sur la question du temps. Donc à l'époque, bon maintenant il répète toujours la même chose, hein. 13 ans plus tard, c'est toujours le même blabla. Voire il est plus confus qu'à l'époque, parce qu'entre temps il y a eu tellement de blabla que bon, maintenant Étienne Klein il est un peu bon, il répète ses trucs comme ça un peu de façon automatique. Mais je prends surtout connaissance à l'époque d'un cours de Deleuze sur Leibniz, le dernier, le 5e. Enfin, il y a 5 cours comme ça, hein, sur internet sur le Leibniz. Donc souvent quand je parle de l'origine de ma découverte, je le rajoute en commentaire, hein, je remets à chaque fois ce cours là, parce que c'est vraiment là où j'ai tilté, hein, j'ai vraiment là je dis bon, c'est là où l'axiomatique elle est née, quoi. On va dire bon, en 2011 avec cette notion d'anarchie, de ces 4 principes, on va dire que là je sentais que je tenais quelque chose de puissant. Et puis ben avec ce cours de Deleuze, là je suis rentré vraiment dans le processus de découverte. Donc c'est la question du fini et de l'infini en fait, hein, qui est posée dans ce cours-là. Bien sûr avec Leibniz qui nous a posé les principes fondateurs de l'arithmétique, hein, qui sont vraiment à la base du calcul. Donc le principe d'identité, le moindre action, le tiers exclu, et puis il y en a encore un autre, je sais plus. Et donc vraiment les fondements de chez Fondement Maths, hein. Et puis je voyais mon Deleuze, lui, on sentait qu'il avait dans sa tête, il avait la réponse. Il l'avait, Foucault, il l'avait, ils avaient déjà la réponse dans leur tête. Même Chomsky, quand il a fait son concept de grammaire universelle, où bon, c'est l'époque du structuralisme, hein, de Foucault, tout ça, ils étaient à 2 doigts de le saisir. Mais on sentait qu'autour d'eux, il n'y avait pas la résonance. Donc du coup, comme il y avait un espèce de gros flou, on ne pouvait pas accéder. Bref, donc du coup, cette notion, mais même encore aujourd'hui, c'est ça qui est malheureux, c'est
Je rappelle que Feynman, quand il a fait ses théories sur les trajectoires, la trajectoire de Feynman, enfin tout son travail, il pensait vraiment, il disait bon, l'ordinateur quantique c'est pour l'an 2000. Hein. En 2000 c'est bon, on va y arriver. Hein. Il était quand même persuadé que même les structuralistes, hein, ils pensaient bien qu'on allait finir par déceler le truc. Hein. Et je pense que c'est là où je parle dans ma vidéo précédente d'un bug de l'an 2000, quoi. C'est qu'en fait, à partir de l'an 2000, là où on aurait dû vraiment percer le mystère de la matière, un peu, enfin en tout cas pour faire fonctionner l'ordinateur quantique, on est parti dans une dérive économique et militaire et géopolitique parce qu'avec Internet, la mondialisation, tout ça, il y avait trop de fric à se faire. Hein, voilà. C'est l'argent, hein, le pouvoir. Donc du coup on a dévié des sciences, de la raison, et on est rentré dans une logique vraiment de compétition internationale, compétitivité, innovation, en délaissant la recherche fondamentale. Hein. Et puis toutes ces sciences dites humaines, commencer par la philo, en négligeant la philo, tout ça. Donc le fini et l'infini. Donc j'entendais encore dernièrement une interview de Jean-Pierre Luminet, hein, qui commence son interview comme ça, en mettant en créant une dialectique entre le fini et l'infini. Donc là, bon, j'ai repris mes vidéos parce que j'ai dit bon, il y en a marre. J'en ai marre de les voir tourner autour du pot, de galérer là. Jean-Pierre Luminet, Étienne Klein, ils sont en train de se ridiculiser en fait, à mes yeux. Hein. C'est dommage parce que moi qui avais quand même un peu de l'admiration pour tous ces gens-là, là je finis vraiment par me foutre de leur gueule. Donc non, alors donc l'idée de l'axiomatique, c'est que j'ai rajouté entre cette notion de fini et d'infini, deux notions qui reviennent dans le cours de Deleuze. Hein. C'est la notion de défini, définir une chose, comment définir une chose, un concept, quoi que ce soit, et puis la notion d'indéfini. C'est-à-dire le lambda, quoi. Et donc là, j'associe en fait les quatre grands concepts: liberté, illimité, pas d'autorité, pas d'origine, et égalité parfaite, avec la notion de fini, de défini, d'indéfini et d'infini. Et là, je me retrouve avec une axiomatique, donc, que j'ai travaillé pendant... Bon, déjà, il m'a fallu 2 ans, donc... attendez, je finis, parce que là, je sors 3 phrases, du coup, 2012, je sors 3 hypothèses, j'arrête pas de vous répéter tout le temps, je reviens dessus, parce qu'il faut rester enraciné, hein, au niveau du tronc de l'arbre, hein. Vraiment le pivot, la racine pivot, il faut bien l'enfoncer dans la terre, quoi, s'il vous plaît. Donc là, on est vraiment dans le pivot, là, dans ce que je vous dis. Il y a donc cette notion d'espace-temps. Donc du coup, je comprends que c'est le rapport espace-temps qui correspond à ces caractéristiques. Liberté illimitée, pas d'autorité, pas d'origine. Alors que je connaissais pas encore les notions de fond diffus, tout ça, j'avais pas encore mis le nez dans la cosmo et la physique quantique à l'époque. Mais voilà, par intuition. Et du coup, quelque chose qui est fini, je cherche la propriété d'une chose qui est finie. Donc on peut dire que c'est la liberté illimitée, c'est quelque chose de fini, voilà, libre, totalement libre. Donc bon, il faut incarner le truc aussi, hein. Il faut être dans un délire libertaire pour comprendre le truc. C'est la condition sine qua non, donc je dis qu'est-ce qui est vraiment libre quelque part, c'est le temps. Hein. Défini, donc la notion de défini, pas d'origine, c'est-à-dire qu'il faut toujours donner une définition à une chose pour qu'elle existe. Hein. Il n'y a pas vraiment d'origine, quoi. Il suffit donc il y a quelque chose de fini, il faut du temps déjà. Et une fois qu'on a du temps, on a une durée, bon bah là on peut définir quelque chose. Hein. Donc il y a une autorité qui se met en place. Donc il n'y a pas d'autorité à la base, hein, donc c'est l'espace qui n'a pas d'autorité à la base, mais hop, dès avec le temps, du fait du temps,
Donc là, j'ai mis des années à comprendre vraiment, là, il m'a fallu quand même 10 ans pour vraiment entériner le phénomène. C'est le temps, c'est la force même, la force vive de Leibniz qui cherchait, c'est la force, la cause du mouvement de l'espace. Donc le temps, il est fini, il est totalement libre, et sur l'espace, il va définir une chose, quelle qu'elle soit, donc même le concept de concept. Quel est le concept de concept? Vous voyez, ce que vraiment au niveau fondamental, en ontologie ou en métaphysique. Indéfini, du coup, ça nous fait une fonction, dans le sens forme-fonction, ça c'est venu encore après, mais voilà, une fonction donc pas d'origine, pas d'autorité, quelque chose d'indéfini, ça n'a pas d'autorité en fait. Et donc là on peut parler d'espace-temps à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a le temps qui est fini, qui crée le mouvement, on va dire, qui est la cause du mouvement. Il ne crée rien du tout même, c'est juste la cause. C'est l'espace qui va créer lui en définissant les choses. Et du coup, ce rapport cause du mouvement, mouvement lui-même, ça nous donne un lambda, quelque chose d'indéfini, donc une fonction. Et là, on est dans. Là, il y a une autorité qui se met en place. Donc, pas de liberté limitée. Hop, dès qu'elle s'incarne, la liberté, elle devient limitée à travers une autorité, donc pas d'autorité, mais là, il y a une autorité qui se crée. Et donc une origine avec une autorité, c'est-à-dire un espace-temps lambda, une courbure, et puis infini. Du coup infini, on a l'égalité parfaite dans le sens où tout, donc c'est le fondement du tout. Le fondement du tout, c'est l'espace-temps, le fondement du tout. Donc voilà, il faut voir, c'est des heures et des jours et des semaines et des mois et des années de cogitation, de référencement de tous les côtés, aller voir tous les auteurs, les classiques, les contemporains. Voilà, c'est un boulot titanesque, on est d'accord. Donc ça nous donne l'état. L'état est à l'espace. Donc j'ai pris des notions hyper importantes en philosophie. Donc le rapport état-capitalisme. Le capitalisme, c'est une espèce de religion, c'est la faute du capitalisme, l'argent, le capitalisme. Donc le temps est au capitalisme, le capitalisme est au temps, ce que l'espace est à l'état. Donc là, je trouve, au centre de la dialectique, en fait, je trouve ce rapport espace-temps dans l'incertitude, dans notre impensée, notre ignorance de l'état et du capitalisme. On ne sait toujours pas, je suis désolé, on ne sait pas vraiment. Vous demandez aux scientifiques aujourd'hui, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le capitalisme. Bon, vous allez voir, tout le monde a son mot à dire sur le truc, blablabla, c'est l'histoire, c'est là comment c'était là, c'était les luthériens, les machins, enfin bon voilà, il y a tout plein d'explications, mais on ne se met pas du tout d'accord entre nous. Moi, j'arrive avec un truc fondamental qui vraiment, ça nous met bien en place. Et ce truc fondamental qui nous met en place pour comprendre l'état et le capitalisme, ça marche aussi avec l'esprit, la matière et la nature et la culture. Donc l'esprit, la matière, c'est le problème de Jean-Pierre Changeux et d'Alain Cohn dans Matière à penser. C'est qu'est-ce qui anime le neurone, comment la pensée, d'où ça vient, nos idées, qu'est-ce que ce rapport matière-esprit. J'ai vu des vidéos de débats à l'Académie des sciences là-dessus, où ils cogitent encore là-dessus, tous ensemble, ils demandent encore ce que c'est que ce rapport matière-esprit. Donc la matière est à l'espace, ce que le temps est à l'esprit. Et puis la troisième, nature-culture, pareil. Quelque chose de très difficile. Donc là, j'ai les biologistes. Thomas Durand qui est biologiste. Je l'invite à aller voir ses cours d'épistémologie, tout ça. De philosophie. Le rapport nature-culture, c'est un mystère pour les philosophes et pour les philosophes des sciences et tout ça. Ça reste un mystère. Qu'est-ce qui quand on va étudier le vivant, qu'est-ce qui dépend de sa nature? Qu'est-ce qui dépend de la culture, c'est-à-dire comment de son environnement, dans quel contexte il évolue, donc c'est la culture. Donc et là ça marche aussi, mon truc. Donc c'est la nature est au temps, ce que l'espace est à la culture. Et après ce lien espace-temps, je l'ai appliqué dans plein de notions dichotomiques. Et l'individu, le collectif par exemple, l'individu est au temps, ce que l'espace est au collectif. Je peux vous en citer des centaines.
Et puis c'est ce qui m'a même permis de dire que j'unifiais l'histoire de la philosophie, voilà, où j'avais trouvé vraiment la méthode pour accéder à la théorie du tout. Hein. Donc voilà, c'est bon. Là, j'essaye vraiment de. On me dit que c'est lunaire ce que je fais. Non, là, j'essaye vraiment d'être dans le détail, dans l'explication causale, vraiment la plus rigoureuse qui soit. J'essaye. Donc si on reprend l'État et le capitalisme, bon par exemple, l'État au niveau de l'espace, c'est lui qui va définir les territoires déjà, les frontières d'un État-nation. Il va venir dans votre maison, il va dire vous avez combien de mètres carrés chez vous, hein, donc c'est bien un espace, hein, bon bam, tant de taxes. Après l'État, qu'est-ce qu'il va dire? Hop là, il y a un feu rouge là. Donc c'est bien une question d'espace, hein, il y a un stop, un sens interdit. Hein, donc c'est l'État, on peut dire qu'il gère tout, mais pour qu'il puisse gérer le territoire et l'espace de chacun jusque l'individu hein, même, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il faut une carte d'identité avec un numéro de sécu et tout ça. Hein. Donc ça s'arrête pas simplement à votre maison, hein, c'est vous-même aussi. Hein. Donc il n'oublie rien l'État, c'est vraiment tout l'espace, mais il lui faut une force quand même d'action. Et là l'État est à l'espace que le temps est au capitalisme, donc il lui faut de l'argent. Il faut une somme, il faut une valeur d'échange hein, pour qu'il puisse exercer son pouvoir sur l'espace. Et c'est comme ça que dans le temps, donc l'effet du temps hein, sur l'espace, dans le temps, il peut augmenter ou baisser les taxes. Donc ça, c'est tout le jeu politique. Hein. On va créer des taxes ici, on va mettre on va allouer un budget à tel endroit. Bon, voilà. Je doute que notre Premier ministre actuel soit... Je sais qu'il a lu Bourdieu, à un moment il était fan, qu'il est pas con non plus, mais je doute qu'il soit vraiment ouvert à mon travail dans son dernier budget. Je pense pas que ce soit vraiment leur préoccupation, l'espace-temps en ce moment. Donc voilà, donc par exemple, voilà, donc là on peut comprendre ce rapport espace-temps dans le rapport État-capitalisme. Et du coup, ça donne un sens vraiment concret au rôle, à la fonction à quoi ça sert un État et à quoi ça sert le capitalisme. Et pourquoi ça existe et pourquoi c'est quelque chose qui est tellement au-dessus de nous, hein, qui nous dépasse tellement, c'est de l'espace-temporalité pure. Voilà, et donc deux forces comme ça qui s'opposent partout. Donc la droite, la gauche, c'est pareil, hein, la droite est autant que l'espace est à la gauche. Matière-esprit, bon c'est pareil. Pour définir une matière, pour saisir la matière, il faut qu'elle soit située quelque part. Donc il faut un espace. Hein. Sinon il n'y a pas de matière. Hein. Mais cette matière, elle est en mouvement. Alors après, est-ce qu'on va dire que là c'est de l'Aristote, hein, parce que si on prend la pierre, c'est même pré-aristotélicien. Hein, c'est carrément là, on est dans le chamanisme. Hein. C'est-à-dire que si je prends la pierre et que je la jette, elle se retrouve en mouvement. Donc est-ce qu'on peut dire que la pierre elle a un esprit à partir du moment où elle est en mouvement? C'est-à-dire que si je dis que la matière est à l'espace, donc on prend une pierre par exemple, ce que le temps est à l'esprit, ça veut dire que la pierre elle se retrouve en mouvement. Bon non, ce que je veux dire, c'est que même si elle est immobile, elle a des petits atomes, elle est composée de petits atomes qui tournent sur eux-mêmes. Et on peut parler de l'esprit, du coup c'est pas mal au niveau anthropologique parce que ça permet de revoir un peu les notions d'animisme, hein, de totémisme, ça. Ça permet de revoir un peu justement pourquoi les anciennes civilisations elles voyaient des esprits de partout en fait. Dans la nature, dans un arbre, et que même encore aujourd'hui les gens des fois voilà, l'illusion un peu de l'esprit sur la matière, hein, quand on va voir genre ou même un enfant il va voir quelque chose bouger, il va croire que c'est vivant alors que c'est quelque chose, c'est un robot, ou même un vélo qui se déplace, pour lui il va croire que le vélo il est vivant. Donc dès qu'on parle d'esprit, il faut qu'il y ait un mouvement, quelque chose un flux.
Et dès qu'on parle de matière, il faut que ce soit situé quelque part, à un endroit précis. Et c'est pour ça le spiritisme pur, il y a beaucoup de polémiques, on ne sait pas trop, voilà, le spiritisme, parce que si on coupe l'esprit de la matière, on se retrouve avec le mouvement pur sans la matière. Donc, effectivement, aller prouver ça, bon voilà. Et puis on peut tout imaginer du coup. Et puis pareil, une matière pure sans esprit. Donc là, on peut parler du matérialisme, hein, quelque chose de très glacial, très franc, enfin très de façon péjorative un peu. Hein, c'est quand on enlève on pense qu'à la matière, hein, et on se fout complètement de l'esprit, hein, de son mouvement. Donc par exemple, je sais pas moi, une usine de charbon une centrale à charbon qui va s'implanter à côté d'une ville. Et puis bon, dans une démarche complètement matérialiste, on s'en fout complètement des répercussions écologiques. Voilà, matière-esprit. Et puis non, mais c'est surtout au niveau des sciences cognitives, hein, c'est pour comprendre ce qui se passe au niveau... Je crois qu'ils cherchent le code neural, hein, les neuroscientifiques. Hein. Donc je pense que c'est ça la clé, là, ce que je vous apporte. Dépasser les IRM, hein, aller plus loin, hein, que la tomographie. Et puis, du coup, le dernier, la nature est autant ce que l'espace est à la culture. Alors là, c'est vraiment pour comprendre, si on prend la nature, vraiment une plante, hein, voilà, vraiment une plante, sa nature en fait à la plante, c'est le fait qu'elle se développe, elle pousse, une plante, un arbre, là on peut parler de la nature. Et sa culture, c'est son environnement, c'est-à-dire qu'elle a poussé à tel ou tel endroit, et du fait qu'il y ait de l'eau, de la terre, de la mycorhize, plein de choses autour, des nutriments dans le sol et tout ça, bon bah elle va croître. Donc là c'est sa culture, c'est tout son environnement qui va favoriser son développement à la plante. Donc tout ce qui a trait à la nature, effectivement, on ne peut pas le saisir, c'est pas de la matière, on peut dire que c'est l'esprit, parce que c'est la plante, elle pousse, mais où est-ce qu'on peut saisir cet objet-là, le fait que la plante pousse? On ne peut pas. Alors après, si on dit qu'une pierre, elle appartient à la nature, bah oui, parce qu'une pierre, de toute façon, si on attend 1 million d'années, 2 millions d'années, 3 millions d'années, 5 millions d'années, 5 milliards d'années, la pierre, elle disparaît, elle finit par disparaître. Hein. 5 milliards d'années, bon, donc elle n'est pas statique, il n'y a rien de vraiment figé pour l'éternité. Avec le temps, justement, la nature des choses, il y a toujours un effet sur l'espace, hein, de dégradation, et puis même en amont, il faut bien que la pierre elle se forme aussi. Voilà. Donc là, je vous ai sorti vraiment la genèse de mes découvertes. J'ai commencé à lire Morin en 2001. J'ai commencé à lire Descartes en 93. Hein. Enfin, j'avais mes premiers cours, je me suis intéressé dès 94-95. Bon, je lisais pas que lui, hein, mais j'ai lu la méthode en 81, 14, hein, quelque chose comme ça. J'étais très jeune. Enfin, j'avais 20 ans. Donc 2001, je découvre la méthode et la pensée de Morin. Et puis donc 2011, je m'intéresse vraiment au fondement de la politique, de qu'est-ce que l'État, le capitalisme, l'anarchie. Et puis voilà. Donc là, vous avez vraiment la genèse de mes travaux. Et du coup, voilà, 33 minutes, parfait. Et du coup, j'espère que le qualificatif de lunaire, en ce qui concerne mes travaux de recherche, comme ça, je vais le mettre en commentaire au gars qui a mis ça, là, dans la tronche en biais. Je vais mettre la vidéo, je vais la poster, je vais lui mettre en commentaire, et j'espère que il va comprendre mon travail de façon un peu moins lunaire, hein, justement, un peu moins en dehors du réel, au-delà du réel. Hein. Et au contraire, moi ce que j'essaye de faire, c'est de nous remettre les pieds sur terre, hein, vraiment avec la tête dans les étoiles, hein, on se reconnecte au réel. Et puis pour les zététiciens, comme ça, si vous voulez des armes vraiment intellectuelles puissantes pour bloquer les gourous et les manipulateurs et les imposteurs
et avoir des arguments contre les dérives un petit peu des gourous de la médiasphère. Et j'espère que voilà, avec ma philo, on va pouvoir de retrouver un peu le chemin de la raison collective. Voilà, à plus tard.